Sur France 3, cap sur Littoral avec Comptoir de la Mer. Bonjour, demain, dimanche 9 avril, c'est le départ de la Transat AG2R. C'est une course océanique qui relie Concarneau en Bretagne jusqu'à Saint-Barth aux Antilles. Il y a une trentaine de bateaux et de grands noms de la voile qui participent à cette épreuve. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de courses océaniques qui sont au programme. Du coup, les skippers n'ont que l'embarras du choix, à condition bien sûr d'avoir le budget nécessaire. D'après une récente enquête qui a été réalisée par le journal Le Télégramme de Brest, la voile est en France le 4e sport sur le marché du parrainage. 4e, mais loin derrière tout de même, la course automobile, le football et le rugby. Et comme dans tous les sports, il y a des skippers qui bénéficient de véritables écuries de course, alors que d'autres tirent le diable par la queue. Alors, comment vivent ces navigateurs? Comment se mesure la cote des uns et des autres? Eh bien, c'est un petit peu comme pour la bourse ou comme pour l'audimat. Il y a des organismes qui calculent la notoriété des skippers pour les sponsors. Alors, de la course au large jusqu'à la course au budget, Patrick Soulabaille nous dévoile maintenant les dessous de ce business. Drôle de vie, survivre en mer, mais aussi à terre, le quotidien de la grande majorité des skippers. Une transat, un tour du monde, un jour sous le feu des projecteurs, et puis l'ombre, des mois à courir après les sponsors. Bien souvent, la traversée du désert après la traversée des océans. Nous sommes à Paris, au cœur de la Défense, dans les bureaux de TNS. Ici, une centaine de personnes décryptent 24 heures sur 24 les informations des télés, radios et journaux. Nombre d'articles, temps d'antenne, TNS comptabilise. Dans le jargon, ça s'appelle analyse du bruit média. En voile, un outil formidable pour le sponsor, l'assurance de connaître exactement la cote et l'impact médiatique du skipper qui porte ses couleurs. Tenez, par exemple, typiquement, ce qui intéresse un sponsor, c'est d'avoir la une de l'équipe comme ça, parce que ça permet d'avoir une visibilité puissante pour Géant et puis pour Omega. Les courbes du Vendée Globe. En tout, 22 000 articles, tous médias confondus, 2 fois plus que la route du Rhum. Le jeu, pour les agences de communication, faire connaître au public la marque du sponsor. Le handicap, la notoriété plus ou moins grande du skipper. Alors il y a un rendez-vous traditionnel que les marques et les attachés de presse connaissent bien aussi, c'est évidemment le rendez-vous de Noël, où on voit ces skippers dans leur bateau avec leur bonnet de Père Noël, avec une visibilité évidemment des marques. Je suis très heureux d'être là. Et j'espère que vous allez aussi être heureux de pouvoir fêter Noël en famille. Dites-moi si tel ou tel skipper a la cote auprès des médias. Alors, je vais essayer. Au niveau du bruit. Allons-y. Hélène MacArthur. Ça marche très bien. Roland Jourdain. Ça marche bien. Jean Le Cam. Bon franc-parler, ça marche très bien. Camas. Ça marche pas mal. Hervé Laurent. Alors, Hervé Laurent, ça fait moins de bruit média. Par contre, il utilise d'autres techniques. Hervé Laurent, une technique de communicant. Notamment sur la dernière Jacques Vabre, où son bateau était parrainé par l'ambassadrice de la Croix-Rouge en la personne d'Adriana Carambeu. C'est un bon nirvana médiatique d'utiliser une égérie comme celle-là. Le Havre, ville de départ de la route du café. Sur le bateau UDS, Adriana Carambeu, au centre de toutes les attentions. Et aux côtés de l'ambassadrice de charme de la Croix-Rouge, un skipper presque anonyme sur son propre bateau. Le fait de connaître Adriana et de faire des choses avec elle sur le bateau, ça m'a fait connaître plus du grand public que toutes les courses que j'ai pu faire ou gagner ou les tours du monde que j'ai pu faire. En quelques secondes d'image télé, bras dessous avec Adriana, ça me fait plus de médias que le fait d'avoir fait 35 traversées de l'Atlantique.
Loin de TNS et des tours de la Défense, rencontre avec un marin qui a choisi de tourner le dos à la compétition. Voilà le petit coin peinard que j'ai trouvé pour construire. Alors c'est au bord de l'eau, ce qui est plus simple pour construire un gros bateau. Et c'est un ancien chantier ostréicole. C'était pas sa vocation première de la construction navale, mais ça s'adapte très bien. Bon, le hangar était un peu court, donc il a fallu pousser un peu les murs, parce qu'on avait déjà choisi la taille du bateau. Une goélette de 20 mètres, 23 000 heures de travail, le nouveau rêve de Thierry Dubois. Pour le réaliser et avoir l'appui des banques, l'ancien compétiteur n'a pas hésité à mettre en vente son bateau solidaire, un 60 pieds sur lequel le skipper a couru des années sous la bannière des droits de l'homme. Un choix marginal, sans compromis et sans excès de médiatisation. Si on va voir un sponsor dont le seul souci, c'est de faire de la communication externe et d'avoir le plus possible de passages médiatiques, on peut tomber dans cette aberration-là qu'il faut peser non pas la qualité maritime du skipper, mais son aura médiatique. Et là, c'est sûr quand on tombe sur des sponsors qui ont pour seul raisonnement la minute de pub avant un journal de 20h, je la paye tant. Si je passe au journal de 20h, je peux investir tant, ça sera toujours moins cher. Moi, c'était pas mon truc. Le risque, ne pas faire la une des journaux spécialisés dans la course au large. Aujourd'hui, il faut communiquer pour exister et ne pas disparaître tôt ou tard de l'actualité et à terme, disparaître des pontons. Donc le bateau a l'air tout petit. Bon après c'est un choix, on avait besoin d'une photo en hauteur et celle-là était quand même assez impressionnante. Hier on laissait un peu le marin, on avait un immense respect. Il racontait son histoire et on lui donnait pas des cours de français ou d'expression écrite ou de look pour se présenter dans les médias et on lui disait pas faut dire ça comme ci et ça comme ça. Aujourd'hui on est dans un sport business, on a affaire à des skippers qui sont des grands marins exceptionnels, des Franck Camas, des Bruno Perron, des Hélène MacArthur, des Roland Jourdain, mais qui pour certains en tout cas, parce que il y en a surtout dans ceux que je viens de citer qui ont encore largement leur liberté de parole, mais on a des gens qui sont un peu plus, un peu moins libres de leur parole parfois, et ce qui fait qu'ils racontent pas la même histoire ou qu'ils la racontent pas avec la même passion que des Tabarly hier pouvaient la raconter. Retour de la poste de barre, parce qu'on avait mis dans... Fallait se lever. Et puis il y en a un autre qui était un peu loin. C'était bien pour choquer, mais... Technique, budget, partenariat, chantier, à l'image d'un Franck Camas toujours en mouvement, le skipper, hier aventurier solitaire, est aujourd'hui manager, chef de projet et même salarié pour ceux et celles qui ont la chance de décrocher un sponsor au rein solide. Il y a une vingtaine de personnes. À partir de cette taille-là, il commence à y avoir des personnes qui s'occupent des personnes. C'est un peu la taille critique. Mais sur le bateau, il y a une 16-17 personnes. Ensuite, il y a un peu d'administratif autour de ça. Parce qu'on est deux bateaux. S'il y avait un seul bateau, un seul 60 pieds, on serait 2 fois moins. Mais là, il y a 2 bateaux. Il y a la construction, il y a un bureau d'études qui est interne à l'équipe aussi avec 5 personnes. Donc ça réfléchit, ça travaille. 2 bateaux, 10 millions d'euros d'investissement, un budget exceptionnel. De quoi faire rêver les marins qui galèrent. Et la majorité des skippers, on compte vraiment, quoi. On est vraiment loin d'être à l'aise et c'est difficile parce que justement lorsqu'on perd un sponsor, lorsqu'on finit un programme et qu'on veut rebondir sur autre chose, généralement on n'a pas ce qu'il faut comme argent pour démarcher, parce que ça coûte de l'argent d'aller à Paris, de faire des dossiers, de passer du temps à essayer de décrocher des rendez-vous, tout ça si on n'a pas fait attention à mettre un peu d'argent de côté lors de la course précédente, on se retrouve coincé. Coincé, au mieux condamné à effectuer des convoyages aux Antilles pour boucler les fins de mois, au pire à pointer tout simplement au chômage. Et pour les autres, plus rares, les Hélène MacArthur, Camas, Jourdain, salariés à l'année, qu'en est-il vraiment ? Incontournable dans le milieu, Vincent Borde gère la communication de ces 3 skippers. Alors, question qui fâche, gros sponsor veut-il dire gros salaire pour ces marins ? Les salaires des marins, vous seriez extrêmement surpris de connaître le salaire de Franck Camas, de
Roland Jourdain, j'imagine celui de Michel Desjoyaux ou d'autres, il est largement inférieur à ce que gagne un joueur de football. Il se rapproche beaucoup plus de ce que gagne un cadre moyen ou un cadre supérieur dans une grosse société. Il se rapproche plus de 6 000 € par mois, auquel peut s'adjoindre des primes de résultats. L'association Jourdain-MacArthur sur la route du café, 1500 sujets télé et radio, 2000 articles de presse. Pour ces deux skippers, la notoriété est là, solide, bien établie. Pour d'autres, le bruit média n'est qu'un murmure, une dure réalité contre laquelle il faut batailler. Parfois, pour se faire entendre, un skipper peut être tenté d'amplifier le bruit média en falsifiant quelque peu la vérité. Depuis tôt, on vous attend 2 minutes, qu'on vous prenne. Ok, merci. On se fout de la gueule du monde quand même, mais ouvertement. Pour essayer de passer plus à la télé, on est prêt à inventer des histoires, à raconter des passages épiques dans des tempêtes, alors qu'au même moment je navigue dans le même quartier et que ça va, quoi. C'est pas la tempête, mais c'est une surenchère. Maintenant, par rapport au public, je supporte pas le mensonge, quoi. Donc, Mais il faut essayer de partager ce qu'on vit, c'est déjà fabuleux comme ça, donc il n'y a pas besoin d'inventer des histoires extraordinaires avec des icebergs ou autres qui n'existent pas. Donc je crois qu'on vit assez de choses fabuleuses et excitantes comme ça. Pas besoin en effet d'inventer des histoires, la mer se charge elle-même de les écrire. Indifférente au budget des sponsors, indifférente à la célébrité des skippers. La route du café n'aura pas porté chance à Franck Camas, son trimaran flambant neuf n'est plus qu'une épave à la dérive. Mais malgré cette fortune de mer, le programme de Groupama se poursuivra. Quelques jours plus tard, c'est l'aboutissement d'une belle histoire, une histoire de famille. Franck-Yves Escoffier, marin-pêcheur non professionnel de la voile, et son fils sont les premiers à pointer leur étrave à Bahia. C'est la victoire d'un petit budget et d'un marin qui ne fait pas la une des magazines. Nous, ce qu'on ressent, que du bonheur. Tu pars avec un bateau qui sort de chantier il y a 6 mois, 7 mois, et l'idée c'était de le montrer à tout le monde, de leur montrer que le bateau était performant. Je pense que c'est le cas, le bateau est performant. Caméra, crépitement des flashs, les micros se tendent. Pour le sponsor, c'est un coup de maître. Certainement que les retombées médiatiques qu'on a grâce à la performance de Franck-Yves et de Kevin dans la Jacques Vabre sont très importantes, et ça représente sûrement un équivalent pub impressionnant. Beaucoup de candidats et peu d'élus, la face cachée du sponsoring voile. Pour l'ensemble des skippers, finalement, la compétition se déroule à terre lorsqu'il s'agit de décrocher à tout prix un sponsor. Naviguer dans les eaux paisibles d'un bon partenariat reste une denrée rare. Allez, un petit peu. je pense que ce qui me chagrine le plus, c'est quand un sportif professionnel a ce genre d'expression qui consiste à dire moi je fais du sport et le reste je m'en fous. Peu importe la couleur de mon bateau et ce qui a marqué dessus, ce que je veux c'est aller en mer. Voilà. Moi j'avais pas besoin de la course au large pour aller en mer, donc je l'ai pas fait pour ça. Je vais faire le tour du monde, il y a d'autres moyens de le faire qu'en course. Voilà. J'y allais avant et maintenant que j'ai arrêté la course, j'y vais encore. Et j'irai encore pour un moment. Naviguer, oui, mais pas à n'importe quel prix. Thierry Dubois a fait son choix, encore 3-4 ans de travail, et il mettra les voiles. Son projet, emmener des groupes en expédition du côté de l'Arctique, sans sponsor, à l'abri des médias. Alors si c'est difficile pour certains loups de mer qui ont déjà des années d'expérience, que dire des petits jeunes qui veulent entrer sur le circuit? Prenons l'exemple d'une jeune femme qui a 25 ans. Elle s'appelle Cécile Poujol.
Personne ne la connaît, elle n'a pas d'argent et en plus elle s'est endettée jusqu'au cou pour essayer de réaliser son rêve. Téméraire, elle veut absolument participer à la prochaine route du Rhum. Pour ça, elle a pris la direction du sud de la France. Elle a réussi à trouver un architecte qui veuille bien lui dessiner les plans d'un 40 pieds et elle a trouvé un chantier naval qui a commencé la construction de son bateau. Toute l'équipe du chantier, comme Vincent Dezombre, est tombée sous le charme de cette jeune femme dont les rêves ne sont jamais assez grands. Oui, bonjour, je suis Cécile Poujol. Je peux vous prendre quelques minutes? En fait, moi je suis navigatrice et je suis en train de monter un projet pour participer à la prochaine édition de la Route du Rhum. Mais néanmoins, je suis toujours à la recherche de partenaires financiers qui pourraient m'aider pour le fonctionnement sur 2006. Il est 9h du matin et déjà Cécile s'affaire. Il lui faut 500 000 € pour participer à la prochaine Route du Rhum et pour l'instant, elle n'a que 10% de cette somme. En attendant le sponsor rêvé, c'est plutôt la galère. Depuis que je suis redescendue dans la région pour monter ce projet ici, j'ai pas encore de logement. J'ai toutes mes affaires dans ma voiture et puis c'est vrai que je passe pas mal de temps déjà en déplacement et puis aussi à travailler dans la voiture entre deux rendez-vous. C'est vrai que je m'installe là avec mon ordinateur et je travaille là. Si Cécile n'a pas d'argent, elle a en revanche beaucoup d'énergie. Vertical 780. Un architecte naval marseillais, Olivier Philippot, a accepté de lui dessiner gracieusement un 40 pieds. C'est énorme. Plus de 2000 heures de travail pour 0 €. Du haut de ses 25 ans, Cécile sait convaincre. Je pense que Cécile a la qualité de bien savoir ce qu'elle veut. Et je pense qu'elle va savoir où elle sait s'en donner les moyens. C'est pas fréquent. Je suis hyper motivée par ce projet, que j'ai vraiment envie d'avoir ce bateau, de faire ses courses avec ce bateau. Donc après, voilà, il faut aussi se vendre. Dans les ports provençaux, Cécile commence à faire parler d'elle. Et pour fédérer les énergies, elle mise à fond sur la carte régionale. Ça va? Alors? Si le projet aboutit, pour la première fois, un bateau construit entièrement en Provence participerait à une grande course au large. Excellent. Et à force de conviction, le rêve prend forme. Il va être canon ce bateau. Et Cécile a même une ébauche de bateau de course. Non, là, ce qui est impressionnant, c'est que on a vraiment tout travaillé sur des images, des plans, que c'est plat, quoi. Et là, tout d'un coup, on se rend compte du bateau, quoi. C'est vraiment excellent. Pour faire construire son bateau, Cécile, la petite sirène, a séduit Alain, le vieux loup de mer. Alain Gabet est un ancien navigateur qui s'est reconverti dans la construction navale et qui est tombé, lui aussi, sous le charme de Cécile et de son projet un peu fou. Encore. Top. Tu vérifies que ça soit bien aligné? C'est excellent, hein? Ça va? Ouais. Quand on va l'essayer, quand Cécile sera en mer, quand elle va courir, on y sera un peu avec elle, quoi. Hein. Que ça soit moi et tous les gars qui travaillent ici. C'est sûr que c'est un gros coup de passion pour tous les gars qui travaillent avec nous, tous les compagnons qui travaillent avec nous. Tac, tac. Il est 14h et Cécile a maintenant rendez-vous avec Nathalie, l'épouse d'Alain Gabet, la madame finance de la société. Nickel, nickel. Bon. J'ai vu mon beau bateau. T'as vu le bébé? Ouais. Et du coup, je voulais voir avec toi pour l'histoire de sous et tout, là, si t'avais reçu mon virement. Oui. Notre navigatrice en herbe et le chantier naval ont trouvé un accord original. À chaque fois que Cécile apporte de l'argent, une partie du bateau est construite. Au fur et à mesure que les travaux avancent, on va utiliser l'argent que tu m'as versé, puis dès qu'il n'y en a plus, on refera une provision. Le chantier a accepté de faire un bateau à prix coûtant, mais même calculé au plus juste, il coûtera tout de même 200 000 €. Ah là, c'est inenvisageable que ça plombe parce que les conséquences, elles sont vraiment au-dessus des moyens financiers que je pourrais avoir dans 10 vies. J'ai vu comme elle nous a traqués au sens positif, comme elle a traqué l'architecte, comme elle traque les fournisseurs. Si elle fait pareil avec la partie financière, je veux dire, c'est tout gagné, quoi. Il est 16h. Entre deux rendez-vous,
Cécile tire quelques bords dans la rade de Marseille. Que du vent qui passe par ici. Des moments trop rares. La recherche de sponsors prend quasiment tout son temps et l'entraînement est mis de côté. Du coup, on oublierait que les navigateurs savent aussi naviguer. Voilà, moi je suis bien là, je suis contente d'être là. En plus on a quand même des super conditions, hein, du vent, du soleil, la mer plate, donc c'est top. Non, je suis beaucoup mieux que sur mon ordinateur à essayer de faire des mails, donner des coups de téléphone. Moi je préfère être là, hein. Moi je peux passer ma journée là avec plaisir. À 25 ans, participer à une grande course au large est un véritable parcours du combattant. Pour Cécile, c'est un peu une course avant la course, où la première victoire sera d'être sur la ligne de départ de la prochaine route du Rhum. Bon, mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas skipper professionnel qu'on n'a pas le droit de rêver un jour d'être à la barre d'un beau bateau. Prenons l'exemple du Belém, c'est le dernier voilier à voile carré français. Ce bateau avait été construit il y a très longtemps pour transporter les fèves de cacao entre le Brésil et l'Europe. Aujourd'hui, âgé de 110 ans, le Belém est un navire de plaisance. Les passagers, ou plutôt les stagiaires comme on les appelle, viennent à bord pour participer aux manœuvres avec l'équipage et aussi participer aux corvées. Pour aller à bord, il n'est pas nécessaire d'être un marin expérimenté ou un sportif de haut niveau. Il suffit simplement d'avoir envie d'aller en mer et d'être passionné par la marine à l'ancienne. Belém à la folie, c'est un reportage de Patrick Soulabaye. Les premiers ordres et pour les stagiaires, la plongée dans le grand bain, la découverte du monde fascinant de la marine à voile à la force du poignet. Après, entre le mât de misaine et le grand mât, vous avez la grand voile d'été, l'été de hune, été de perroquet. Donc ici, je te l'ai dit tout à l'heure, ben, répète. Non, j'étais pas mal. La brigantine, le hunier volant, embraqué, dérabanté, des mots qui ont traversé les siècles. Pour Robert et bien d'autres stagiaires, tout ça, c'est du chinois. La même, du moins tu la folle, avec le halba. Il faut de la force physique parce qu'il n'y a pas de winch, rien. C'est toi la force du poignet. Simple. Oui, c'est simple. La seule chose, c'est de se rappeler tous les noms et tout, parce que une fois sur deux, ben, on tire, si on ne nous donnait pas les instructions, on tirait sur le mauvais bout. Allez. Je suis venu chercher l'amour de la voile, des bateaux. Je suis tombé sur le Belém, on m'a offert ce voyage et c'est un rêve, quoi. Je veux dire, j'y pensais depuis longtemps, mais c'est arrivé. Quelles que soient les conditions météo, ça n'a aucune espèce d'importance. Je suis sur le Belém, ça fait 15 ans que j'en ai envie. Ça fait 15 ans que j'en parle, j'ai acheté de la documentation, des bouquins et tout. Et puis ben voilà, je suis en train de vivre dans mon rêve. Mais c'est magique, quoi. Un rêve à presque 150 € la journée, avec en prime les coups de gueule du Bosco. Allez, on y va. Chaque tribord, chaque tribord, chaque tribord, chaque tribord. Donne-nous dedans, bagaille. Allez, vas-y encore. Donne-nous. 15 à droite. 15 à droite, ok. Mais le but, ou plutôt le rêve de tout apprenti gabier, c'est de grimper dans la mâture pour aller serrer les voiles. Les 34 mètres de hauteur du grand mât provoquent bien évidemment quelques hésitations. Tes pieds, regarde ce qu'il faut qu'ils arrivent. Tu vas mettre tes pieds quasiment à la hauteur du marchepied d'approche, qui est celui-là. Et tu fais comme tout ça, ma grande. Je me sentirais mieux quand je serai accrochée en fait. Ah bah attends, on peut faire quelque chose ça pour toi. Bon alors je tiens quoi? Est-ce que tu veux qu'on t'accroche? Bah ouais. C'est Pour ça. traverser, pour la grande... Ouais c'est ça en fait qui m'arrangerait. Si tu dois tomber, tu tombes en mer, hein. Voilà, tu risques rien du tout. Rien du tout. Alors maintenant, ce que tu vas faire, ma grande, c'est que tu vas fléchir. Je passe en dessous. Impeccable. Nickel. Maintenant, ton pied gauche, Ouais, il fait
descend sur le marchepied? Exactement. J'avais un peu la frousse quand même. Mais en même temps, si on n'y va pas, on est déçu. Parce qu'on voit les autres y aller et ça donne envie quand même de voir la vue qu'il y a là-haut. C'est impressionnant. Le pied droit va venir le rejoindre. Donc on appréhende. Mais bon, après ça va, on est fixé, puis il y a du monde là-haut qui nous attend et qui nous donne des consignes. Donc on est bien encadré. Pas de soucis. C'est le challenge en fin de stage de grimper là-haut. Ouais. C'était le but du stage. Il fallait monter en haut. Pour bien finir le stage au moins. Voilà, c'est la fin de notre émission. Merci de nous avoir reçus. Et si vous le souhaitez, on se retrouve la semaine prochaine à la même heure. Au revoir à tous. Retrouvez Littoral sur France 3 avec Comptoir de la mer.